Je vais essayer d'être court, mais parlons de ce sujet. Et en plus de ça, je pense qu'au-delà de la gauche, je pense que les gens de droite peuvent être concernés et peut-être trouver un moyen de réconcilier les gens, qu'on s'écoute, qu'on se comprenne et qu'on partage un sujet d'intérêt commun. Voilà. Mais super, hein, j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas comment vous appelez, merci pour votre témoignage. Et je voulais juste apporter de l'eau à votre moulin, c'est que je reçois très régulièrement des messages sur LinkedIn, souvent d'hommes, qui me disent « Oui, moi je suis de droite, mais je suis bien d'accord avec vous, c'est un scandale les pesticides madame et tout ». Et donc là, je me dis bah, « Bon sang, on tient peut-être quelque chose, on va peut-être y arriver là, enfin ». Parce que comme on parle pas de prendre l'argent des riches aux pauvres, du coup, et puis aussi ils commencent à avoir le cancer de la prostate, etc. Ils commencent à voir que leur gamin, il y a des problèmes. Donc effectivement, en fait, on peut vraiment, vraiment réussir à fédérer autour de ce sujet. On est tous inondés d'informations et de fabriques de l'ignorance, et donc c'est très dur d'identifier qu'il y a un problème plus grave que les autres, plus urgent que les autres. Et donc c'est pas de notre faute. Il y a des gens dont c'est le boulot de foutre la grouille dans nos cerveaux. Ça marche. Voilà, donc faut pas s'en vouloir. Après, une fois qu'on a compris, par contre, là, faut y aller, quoi. Voilà. Et je voulais aussi dire que même si, effectivement, ça fait 60 ans qu'il y a des gens qui lancent l'alerte, mais la différence aussi, c'est que là, on n'est plus dans l'alerte, comme vous disiez. C'est que Rachel Carson a dit le QI va baisser, il va y avoir des problèmes cognitifs, tout le monde va devenir stérile et malade. Ben, là, on y est, en fait. Là, ça y est. Là, l'épidémie de cancer, c'est maintenant. On a un doublement des taux de cancer sur les 30 dernières années, alors que les facteurs alcool et tabac, eux, ont été divisés par 2 dans le même temps. On a la deuxième cause de mortalité sur les enfants en France, le cancer. On a un problème clair cognitif et une perte de 54% de la fertilité des hommes en 45 ans. Donc là, on y est. Puis vous savez que dans le vivant, c'est pas des courbes linéaires, hein, c'est des courbes en géo ou des courbes exponentielles. Donc en fait, on est au début là, de l'épidémie. Et donc, je pense que c'est vraiment pas le moment de laisser tomber. Parce que là, ça y est, tout le monde est malade. Dire que comment on peut avoir le cancer comme deuxième cause de mortalité en France sur les enfants, il va falloir qu'on nous explique là maintenant. Il va falloir qu'on nous explique parce qu'ils sont pas vieux, ils boivent pas, ils fument pas, ils sont pas obèses. Donc que se passe-t-il ? Et je pense qu'avec ça, on peut vraiment arriver à faire bouger les lignes. Un petit mot là-dessus. Et puis il y a une très grosse dérive actuellement, c'est que au niveau santé publique, hein, c'est qu'on est passé de la prévention aux détections précoces des maladies, ce qui est une catastrophe. C'est-à-dire la seule prévention, par exemple, sur le problème des maladies liées aux pesticides, c'est de les arrêter, c'est de couper la source. C'est la seule prévention possible. Maintenant, on ne le fait pas, mais on va détecter rapidement les maladies. Toutes les campagnes de santé publique aujourd'hui, c'est détection précoce des maladies, des tests, des trucs. Mais c'est pas ça une politique de santé publique. C'est d'éliminer les sources. Et ce n'est pas fait du tout. Hein. Alors, excusez-moi, bonjour. Merci beaucoup pour cette soirée très instructive. Moi, j'ai pas 50 ans, j'ai mon 2e cancer. J'ai perdu mon meilleur ami à 44 ans, il y a 6 mois, d'un cancer généralisé. Ma sœur est à son 2e cancer et j'ai un ami qui a 41 ans et qui est en traitement lourd. J'en ai marre. Allô ? Oui, c'est le Cancer Comedy Club. Et je suis suivie à Gustave Roussy. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. À chaque rendez-vous, je parle des causes du cancer. Quand je suis dans les salles d'attente, quand je suis avec les soignants, c'est complètement flippant. Parce qu'on ne me répond pas. Les soignants regardent ailleurs. Et quand je parle des soignants, ce sont les oncologues, ce sont les chirurgiens. C'est complètement flippant. C'est-à-dire que par contre, la seule chose qu'ils vont me dire, c'est « Mais vous avez vu, on est en train d'étendre le campus de Gustave Roussy. » Et je dis bah, « Ça, c'est dramatique. » Pour moi, la victoire, ce serait qu'il n'y ait plus de campus en cancer. Et donc, j'ai décidé, lance un collectif qui est pour l'instant un peu petit, mais c'est Cancer Colère. J'ai envie de politiser les lieux où les patients sont traités. En fait, j'ai envie je vous enverrai si ça vous intéresse les infos. Je suis en train de faire des visuels pendant ma chimio, je dessine, je fais de la peinture, et puis je suis en train de faire mes visuels. Elles nous empoisonnent, exigeant l'interdiction des pesticides. En 6 mois, et après j'arrête, hein, mais en 6 mois, j'ai parlé à 3 hommes.
qui ont un lymphome, ils sont boulangers en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, c'est avril. C'est Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. C'est dramatique. Il y a une femme qui a 39 ans, qui a son 2e cancer du sein. L'oncologue lui donc la traite. Elle n'en peut plus. Elle est fatiguée. Elle a 2 enfants. Elle se fait diagnostiquer de son 2e cancer en août. En novembre, son enfant de 10 ans est diagnostiqué d'une tumeur au cerveau et il y a 3 gamins dans l'école. Ils sont entourés par des champs, en pleine Seine-et-Marne. Et qu'est-ce que lui dit l'oncologue? Il dit de toute façon, c'est chaque chose en son temps, vous occupez d'abord de vous, vous soignez, et après vous occuperez de votre gamin. La violence de ce qui est raconté. Et donc on ne parle pas des causes. Les 3 hommes dont je vous parlais, qui ont en fait le cancer du blé, qui ont le cancer c'est les pesticides, c'est la filière du blé. Ces hommes-là n'ont même pas conscience que c'est la matière qui touche depuis des décennies qui leur a donné ça. Le 3e, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de hurler, j'avais envie de lui dire mais putain, mais en fait, c'est une maladie professionnelle. Et tous disent j'ai de la chance, je suis traitée. Et quand je commence à parler des causes, c'est une poudrière. C'est-à-dire que les gens sont, au bout de 1 minute, ça jaillit. Souvent, à Gustave Roussy, les gens sont entourés de proches qui parfois sont plus énervés que les malades, les patientes et les patients qui sont dans une soumission médicale, puisque vous n'avez pas de consentement. Enfin, c'est une industrie, hein, l'industrie du cancer, qu'on vous injecte aussi beaucoup de produits chimiques, donc c'est une dissonance cognitive complètement dingue. Mais moi, quand je parle aux gens, parce que c'est ma mission, hein, je colle des affiches Extinction Rebellion dans tous les chiottes, je mets des tracts partout, enfin, je fais ce que je peux, c'est thérapeutique pour moi aussi. Et je parle, et très vite les gens disent « ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est un lieu de politisation assez incroyable, parce qu'il y a... et donc moi, ce qu'on va faire, c'est on va discuter avec Scientifiques en Rébellion. Je commence à discuter avec Extinction Rebellion. Les soulèvements sont à mes côtés. Il y a d'autres gens, j'aimerais discuter aussi avec vous à un moment donné, mais pour faire des rassemblements devant les hôpitaux. Gustave Roussy, c'est le premier centre de cancer en Europe. Ils sont où sur les plateaux télé? Quand moi, je suis en train de faire ma chimio et que je regarde sur Instagram et que je vois que les sénateurs réautorisent des produits chimiques, des intrants cancérigènes dans l'agro-industrie, mais je fais quoi, en fait? C'est pas possible. Donc, on n'entend pas, Gustave, on n'entend pas les gens. Les oncologues, on ne les entend pas. Moi, je veux qu'ils soient sur les plateaux de BFM. Je veux qu'ils se tapent Hanouna et qu'ils se tapent Pascal Praud. Ou qu'ils aillent sur France Info. J'ai envie que ces gens-là parlent au nom de leurs patients. J'imagine qu'ils ne vont pas avoir une fierté à doubler leur patientèle dans les 10 ans à venir. Donc, autour de Gustave Roussy, vous avez marqué Bouygues et Lafarge de partout. Voilà. Et donc je suis désolée, j'étais un petit peu longue, mais je pense qu'il y a un endroit à politiser, ce sont les hôpitaux. On va voter pour les présidentielles. L'extrême droite vote pour le cancer, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir dire. Et c'est politique, le cancer il est politique. Et dans les hôpitaux, il y a une manne, puisqu'en fait on touche des familles et on touche un endroit émotionnel. C'est le drama, il est là. Et voilà, donc peut-être qu'on se verra devant les hôpitaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais... quand j'ai lancé les lanceurs d'alerte, j'avais le dossier de l'amiante comme exemple, évidemment. Et personne ne trouvait le dossier de l'amiante entre 1975, décret d'interdiction des flocages, etc., et 1994-15, quand des veuves ont porté plainte suite à la mort de leur mari pour cancer professionnel. Et entre les deux, c'était le trou. Donc tout le monde parlait du silence de l'amiante, etc., de l'omerta, voilà. Et c'est au ministère de la Santé, nous a dit, nous, on n'a rien fait, hein. On a géré nos trucs, etc. Donc ils nous avaient fait un petit contrat de recherche pour démontrer qu'ils étaient pour rien dans l'affaire. Donc nous, on a pris le truc au sérieux, avec Didier Tourny, d'ailleurs, à l'époque, avec qui je travaillais. Et on a été regardé de près. Et il y a un mec qui nous a dit, il y a une armoire quelque part dans un couloir où il y a le dossier de l'amiante, mais personne ne sait laquelle. Donc on a fouillé, on ne s'est pas emmerdé, hein. On a trouvé une armoire, on a pété la serrure, ça je le dis aujourd'hui parce qu'il y a la prescription,
Et tout le dossier de l'amiante s'était pilé en deux, nous est tombé dessus. On avait toutes les archives, je les ai encore d'ailleurs. Et où il y a d'ailleurs des gens qu'on aurait pu envoyer en justice, y compris des ministres socialistes, etc. Bon, c'est pas grave. On l'a pas fait, on n'a pas cherché à faire de procès, mais vous pourrez trouver dans le rapport du Sénat de 2005, il cite ces travaux-là parce qu'il n'y avait rien en fait sous le coude, et il s'appuie sur notre propre enquête pour dire qu'il y a effectivement responsabilité de l'État, mais il ne cite aucun nom propre, surtout pas de procès personnel. Et donc le ministère de la Santé lui-même en fait peut être une espèce de trou. On avait créé cette notion de trou configurationnel d'ailleurs, pour dire un truc tombe dans un trou, comme un trou noir, et personne ne dit de quoi tu parles, mais c'est quoi ce truc, comment j'ai rien vu, etc. Donc il y a vraiment tout ce niveau-là, et c'est pour ça qu'effectivement, l'oncologie, c'est un trou noir actuellement, quoi. Et là, il faut faire quelque chose, donc bravo. Ça a été le cas sur le sida, là ça s'était bougé de partout, et bon, j'avais suivi ça à une époque avec un sociologue qui est mort du sida, Michael Pollack, qui a été un type extraordinaire, mort très jeune malheureusement, qui a été un des premiers sociologues à travailler sur l'épidémie de sida et les mobilisations gays à l'époque. Et il est passé en 92, hein, voilà. Et donc sur le sida, il y a eu vraiment une restructuration, ça s'était bougé, mais sur le cancer, alors là, il n'y a rien à faire, effectivement. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au fond, d'un côté, il y a les questions écolo, machin, etc., les enjeux économiques de l'agriculture. Et puis les cancers, c'est autre chose. Et il n'y a pas de données. Il y a encore quelqu'un qui le dit récemment dans un média, je ne sais plus lequel. Ah ben on n'a pas de données solides sur les relations santé-environnement. En 2025, c'est pas possible. On a aussi au sein de Secret Toxique un membre de l'UCA qui s'appelle Pierre-Michel Perrineau, qui est président de l'association des médecins Alerte Pesticides. Il y en a plusieurs milliers en France qui sont constitués en association pour justement dénoncer et alerter sur les risques des pesticides. Et ça, c'est aussi un réseau qui est intéressant, parce que ce sont des gens vraiment très sensibilisés au problème et compétents, et des médecins. Et je voulais signaler aussi que de plus en plus, il y a des regroupements de riverains aussi qui se créent aujourd'hui. Il y a une association qui s'est créée au niveau national, qui vont déposer des plaintes. Il y a aussi un truc important, il y a les mutuelles. On a une 50aine de mutuelles européennes qui se sont regroupées aussi dans le cadre des actions qu'on a menées avec Secret Toxique, qui représentent 35 millions d'Européens et qui sont allés au Sénat et au Parlement pour exiger l'arrêt de l'usage des pesticides et le retour à une agriculture biologique, parce qu'ils considèrent qu'ils n'auront plus les moyens de payer les maladies. Et donc il y a ce côté-là aussi qui est peut-être trivial, mais il y a aussi ces mutuelles qui viennent amener le côté financier. Et c'est très important aussi, hein, en disant, voilà, c'est bien, mais nous, on ne peut plus payer. Donc si vous voulez qu'on puisse continuer à avoir une santé correcte en France, il faut arrêter les pesticides. Et ils sont européens et français, mais vraiment une grande quantité qui se sont créés en association. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a eu des tribunes de médecins et de soignants qui sont parus dans le monde. Il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent actuellement, hein, des associations de défense du consommateur qui commencent à se préoccuper des pesticides, enfin des milieux qu'on ne touchait pas avant et qui maintenant commencent à rentrer dans la connaissance du problème et à savoir le pointer vers les pesticides. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Et je voulais quand même qu'on finisse, enfin je ne sais pas si on finit, mais qu'on parte aussi sur quelque chose d'encourageant aussi, c'est qu'il y a un faisceau qui se crée et qui commence à bien avancer sur la prise de conscience et la volonté de se rebiffer, quoi. Donc voilà. Milieu agricole quand même, c'est-à-dire, bon, parce que, bon, moi je travaille beaucoup avec Terre de Liens, par exemple, où on essaye quand même d'installer des jeunes agriculteurs en bio, enfin dans des réseaux soutenus par tout un monde autour d'eux. Mais il y a quand même ce problème du contrôle du milieu agricole par quand même des syndicats qui sont particulièrement agressifs. Et là, ça reste quand même un verrou qui... moi, je ne suis pas très optimiste pour l'instant. Je ne vois pas comment le faire sauter, à part justement une vraie alternance politique qui est la seule manière. Hein. Enfin, je ne vois pas. Pour les gens de droite... Je pense que le driver, c'est l'argent, quoi. Et que si tout le monde en même temps change, parce qu'il y a un phénomène de contamination. Quand il y a un agri qui passe en bio,
tout le monde le regarde comme un extraterrestre et se moque de lui, puisque le bio c'est un truc, je vous dis cache ce que j'ai entendu, hein, c'est un truc de PD, voilà. Et que finalement l'agri qui se convertit, bah tiens c'est marrant, il n'est pas plus pauvre. Parce qu'en fait finalement il dépense vachement moins d'argent en intrants. Hein, parce qu'il ne faut pas acheter les pesticides, les engrais azotés, toutes sortes de machines pour pulvériser, etc. Et que dis donc il est vachement plus fier parce qu'il a appris plein de choses, parce que c'est une démarche complètement différente. Mais finalement au bout de quelques années, les autres ils regardent et se disent bah mince, dis donc, ça marche contrairement à ce que les techniciens nous racontent, contrairement à ce que notre syndicat nous raconte. Et donc souvent il y a un phénomène de contamination. Donc ça contamine autour et c'est pour ça que si on leur dit tous en même temps qu'il va falloir changer et qu'on met l'argent sur la table parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'on en a ras-le-bol, que maintenant les gens aient des cancers à 30 ans et que les enfants aient tous des problèmes cognitifs, et qu'on devienne tous stériles, hein, bien avant que le réchauffement ait le moindre impact, et ben on va le faire, ça va se faire. Voilà, après, comme je disais, voilà, en arbo et en viti, il va y avoir clairement un problème. Et on revient à ce problème du vin, qui est un problème vraiment stratégique pour la France. Donc ça va quand même coincer sur ce sujet-là. Mais si je prends l'exemple de l'élevage bovin, en France, l'élevage bovin, il est à 95% plus extensif. Les vaches sont à la pâture 8 mois par an. L'hiver, elles mangent principalement du foin de l'exploitation, elles sont dans de la paille de l'exploit. Oui, il y a un petit peu des pains de colza de temps en temps, et des pains de soja, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. La marche à franchir pour passer en bio, c'est ridicule en réalité, quoi. Donc c'est complètement faisable, c'est une question de volonté politique. Et alors ce que je voulais dire, un peu dur pour la recherche, que je connais bien, c'est que mettez-vous à la place d'un chercheur. Son but, c'est de soigner des malades. C'est pas d'éviter qu'il y ait des malades. Donc en fait, pour sa carrière, ça ne sert à rien de faire la prophylaxie. Il ne va pas pouvoir vendre pour sa carrière le fait de dire, voilà, j'ai réussi à éviter qu'il y ait telle maladie. Et ça, c'est un problème intrinsèque. Il faut arrêter de dire qu'il suffirait de rebasculer vers la recherche publique. Ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre des conditions, comme vous l'avez dit très justement, et je pense que c'était à ce problème que vous pensiez, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Et donc moi, je trouve que le problème de la recherche mériterait d'être posé, et je pense qu'il y a un problème intrinsèque. Kim de Combat Monsanto, je pense qu'un des soucis qu'il y a effectivement sur le problème des pesticides, c'est qu'il a manqué d'une mobilisation citoyenne. Un peu comme avant pour le climat, pendant longtemps on connaissait les problèmes, mais il n'y avait pas des politiques voyaient ça comme un problème lointain et que c'était pas agir sur un problème qui est lointain, ça avait pas politiquement c'était pas rentable. Mais c'est quand il a commencé à y avoir des mouvements citoyens et que les gens ont commencé à sortir dans la rue, qui a commencé à avoir des changements, même si effectivement ils ne sont pas encore à la hauteur des enjeux, c'est là que ça a commencé à bouger sur le climat. Et je pense effectivement que c'est important, et je pense que le fait qu'il y ait ce type d'événements et qu'il y ait des gens qui commencent à se mobiliser, c'est hyper positif, mais il faut continuer, et il y a la marche pour le vivant le 5 mai et la journée contre l'agrochimie le 17 mai, c'est l'occasion de se mobiliser 5 avril et le 17 mai pour les événements. Et je pense que c'est vraiment l'occasion, effectivement, de montrer qu'il y a une mobilisation citoyenne et de diffuser l'information. Et puis c'est bien, effectivement, qu'il y ait des gens qui sont dans des associations qui découvrent le sujet, mais effectivement, il faut vraiment contribuer à ce que l'information soit plus connue. Et un des problèmes qu'on a actuellement, c'est depuis 2 ans, on a des reculs qui se font par rapport à des avancées qu'il y avait pour réduire les pesticides. Et c'est dû au mouvement agricole qui, au lieu de finalement travailler sur l'augmentation d'un revenu paysan, finalement la chose la plus simple, c'était pas d'augmenter le revenu des paysans, mais c'était de réduire les contraintes environnementales qui étaient des revendications mises en avant par la FNSEA au lieu du revenu des paysans. Et ça, je pense que le fait qu'il y ait des tracteurs qui viennent à Paris et que du coup le gouvernement recule et que par rapport à ça il n'y a pas un mouvement citoyen assez fort pour dire nous on veut qu'il y ait un revenu paysan mais par contre on ne veut pas donc que les pesticides soient dans nos assiettes et qu'on ne veut pas que les normes environnementales soient baissées, je pense que c'est essentiel. Et le fait que les agriculteurs se retrouvent à défendre les pesticides alors que c'est leur revenu qu'ils devraient défendre, c'est un problème. Et je pense qu'effectivement, une des solutions, c'est de trouver des moyens financiers comme la PAC qui pourraient augmenter le revenu des agriculteurs en faisant du bio. Mais est-ce que vous avez d'autres pistes pour essayer d'emmener les agriculteurs à rejoindre aussi
le fait de vouloir sortir des pesticides? Je suis totalement d'accord avec toi que la mobilisation citoyenne est hyper importante. Nous, Secret Toxique, on est parti sur le juridique, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait des actions citoyennes. Et moi, je suis faucheur et je continue à faucher toujours et je continuerai à faucher tout le temps que je pourrai. Et je continuerai à faire des actions et à être dans les marches. Ça, c'est vachement important de continuer à avoir ce faisceau d'activités et d'actions différentes. C'est pour ça que nous, on veut travailler au niveau des jeunes qui vont débarquer, même s'ils ne sont que des hommes. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Mais à ceux qui veulent devenir agriculteurs et qui sont souvent fils d'agriculteurs, et d'essayer de leur donner des éléments pour réfléchir autrement, pour justement se passer, enfin, être moteur d'une nouvelle agriculture. Ça me paraît hyper important d'arriver à toucher le milieu agricole. C'est certainement pas aujourd'hui la FNSEA qui va modifier sa méthode. On sait qui dirige. Qui dirige ces syndicats majoritaires sont des industriels, des financiers. Parce qu'il y a quand même des acteurs qu'on oublie. Alors je sais qu'ils sont nombreux, c'est les élus locaux. On a quand même un nombre de gens qu'on peut influencer, que les citoyens doivent monter à l'assaut des conseils municipaux, des intercommunes et des départements. Je veux dire, c'est qu'il y a un travail local qu'il faut faire systématiquement, aller poser des questions. Les cantines bio, les circuits courts, les fermes qui se montent, qui s'abandonnent, les terres, la SAFER, le foncier, les forêts, les élevages, etc., etc., les marchés. Tout ça, ça doit être constamment travaillé par une présence citoyenne et ne pas soit s'en remettre complètement aux élus qu'on va voir une fois tous les 6 ans, c'est ça à peu près. Il faut investir ces lieux, obliger à la concertation au débat public local, parce que sinon, effectivement, les agriculteurs sont dans un autre monde et on les voit passer de temps en temps et il n'y a pas d'interaction. Et il faut que l'agriculture soit remise dans la société civile, en fait. Et pour ça, il faut que les citoyens investissent les pouvoirs locaux. Alors, il y a eu des expérimentations, des expériences un peu partout. On a souvent pris l'exemple de Science, qui n'a pas forcément été fini, qui était un exemple parmi d'autres, mais où des listes citoyennes peuvent l'emporter. Bon, ça c'est un peu exceptionnel, mais la simple présence, poser des questions, et sur les distances, par exemple, sur les questions de pesticides, il y a eu pas mal d'événements qui montrent que même la jurisprudence peut aller dans le bon sens de ce côté-là. Ça fait des années que je suis dans des conseils, que j'essaye de faire bouger les choses. Et puis qu'on travaille avec les politiques, ce qui est critiqué par beaucoup de groupes militants, parce qu'on travaille avec des politiques. Et que les politiques, c'est sale. Ben non, la politique, c'est pas sale. Il y a des politiques sérieux, intéressants, et c'est quand même un levier qui est important et qui nous ouvre des portes. Si on est reçu actuellement dans les commissions d'enquête, au Parlement, au Sénat, c'est parce que les politiques nous ouvrent des portes qu'on n'ouvrirait pas tout seul. Donc il faut vraiment trouver ces synergies, hein, et la lutte directe et les actions directes sur le terrain en font partie. On voit les grandes luttes qui ont gagné, ou en tout cas qui n'ont pas, comme Notre-Dame-des-Landes, c'est des blocages, c'est des actions politiques, c'est des actions juridiques, c'est tout ça qui gagne. Oui, bien sûr. Donc il faut vraiment mobiliser nos élus, et tu as raison, il faut s'impliquer. Alors c'est du boulot. Comment est-ce qu'on continue à garder l'envie de s'engager? Comment est-ce qu'on garde de l'optimisme? D'autant plus quand le problème est si grave et si généralisé. J'ai une petite réponse personnelle. Moi, je me dis depuis l'âge de 15 ans, donc déjà j'en ai 72, donc ça fait un petit moment, et je continue à être joyeux et continue à avoir envie de continuer à lutter, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, moi, les obstacles me stimulent, ça c'est clair, et puis je ne m'attache pas aux résultats. Puis je trouve que la frontière entre échec et victoire est très ténue. Hein. On a l'impression d'avoir gagné, puis 3 ans après, ils changent la loi, et il faut recommencer. Comme on peut avoir l'impression d'avoir perdu, et puis quelqu'un reprend le flambeau différemment, mais reprend le flambeau, et ça gagne. Ça gagne pour quelque temps, parce que c'est toujours remis en question. Donc le résultat, il n'a pas de sens pour moi. Il faut faire, il faut y aller, et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, si on ne fait rien, il ne se passera rien. On va voir aujourd'hui.